20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Le couplage des élections législatives locales, une idée qui, depuis qu'elle a été émise par les acteurs politiques, suscite débat, notamment avec la prise en compte d'un nouveau critère désormais obligatoire pour la validation des candidatures. Aïmérou Gningue et Cheikh Diop en parlent dans ce journal. Maître Madi Kignan peut-il conserver son poste de député si toutefois il démissionne des instances du PDS? La question a été également posée à des acteurs politiques. Réponse au cours de cette édition. Et puis le déni de paternité, une forme de violence qui persiste. Nombreuses sont les femmes qui en sont victimes et pourtant les textes de loi sont assez clairs sur le sujet. C'est le dossier du jour à découvrir dans un instant. Abdelaziz Bouteflika recule face à la contestation populaire. Après 20 ans au pouvoir, le président algérien a fini par renoncer à briguer un 5e mandat. Nous en parlons ce soir avec notre invité. Il s'agit du professeur Mamadou Aliou Diallo, spécialiste en relations internationales à l'Université Cheikh Anta Diop et enseignant à l'ENA. Et puis en sport, CAN 2019, les préparatifs pour le match Sénégal-Madagascar comptant pour les éliminatoires s'annoncent bien. Hors de chez nous, Zinedine Zidane de retour sur le banc du Real Madrid. Le technicien français dirigera de nouveau l'entraînement dès demain mardi après son départ il y a moins d'un an. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite dans le sommaire, un journal que nous ouvrons donc avec cette idée émise par Maître Aïssata Tall Sall au lendemain de l'élection présidentielle et qui suscite débat au sein de la classe politique. Le couplage des élections locales et législatives, possible certainement, mais il faudra passer d'abord l'étape du parrainage, désormais inscrit dans la Constitution. Ce nouveau critère de validation des candidatures qui souvent plaine telle une épée de Damoclès est très prise au sérieux par les politiques. C'est le cas d'Aïmérou Gningue et Malick Diop qui ne disent pas non au couplage à condition qu'il y ait consensus autour de la question. Thioro Mbardiaye les a rencontrés à l'hémicycle. Reportage. Des voix s'élèvent dans la classe politique pour suggérer la dissolution de l'Assemblée nationale en vue de coupler les élections législatives et locales. Une proposition qui divise les acteurs. Si on a la possibilité d'avoir un consensus fort pour coupler les élections, je pense que ça peut être une bonne idée, une bonne opportunité qu'on peut tenir, même par rapport à revoir un peu le calendrier républicain pour que ça revienne un peu dans un rythme assez logique et cohérent. Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. À partir du moment où on quitte un septennat pour aller vers un quinquennat, il y a véritablement la question d'adapter l'élection présidentielle avec l'élection législative. Je crois que c'est un débat qui peut venir après. Toutefois, ceux qui défendent la thèse du couplage n'ont pas tenu compte du parrainage devenu une exigence à tout type d'élection. Le parrainage va être beaucoup plus complexifié. C'est l'article 50 qui l'organise. Et vous voyez que ça, pour les indépendants, etc., ça va de 1 à 1,5 de l'électorat au niveau département. Donc ça va être encore beaucoup plus compliqué. Même pour les élections locales, la question du parrainage va s'appliquer. Je ne veux pas être dans cette logique d'adaptation de la proposition de Mme Aïssata Tall Sall. Quoi qu'il en soit, nos interlocuteurs s'accordent sur la nécessité d'un dialogue entre les acteurs. Réfléchissons, prenons un peu le consensus et discutons pour trouver maintenant les bonnes attitudes et les bonnes décisions à prendre. À son temps, les acteurs politiques pourront se retrouver et discuter de cette question. Certains jugent prématuré de reparler d'élections au Sénégal. Disent-ils, les priorités sont ailleurs. Et politique toujours, pour cette fois-ci parler de Maître Madi Kignan qui a annoncé sa démission des instances du Parti démocratique sénégalais. Une démission qui, de l'avis de nombreux observateurs, lui fait perdre d'emblée son poste de député à l'Assemblée nationale. Les éclairages d'Aïmérou Gningue que nous retrouvons au micro de Thioro Mbardiaye. Madi Kignan a été élu dans le cadre d'une coalition et pas dans le cadre d'un parti politique. La jurisprudence nous dira
quelle sera l'attitude que le Parlement va adopter. Mais ce que je retiens et ce que je note, et que les Sénégalais le savent bien avec moi, c'est que ce n'est pas le PDS qui était parti aux élections, mais c'était bien une coalition de partis qui était parti aux élections. Allez, après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, la compagnie a décidé de suspendre tous les vols des Boeing, plutôt 735 MAX 8 en attendant les conclusions de l'enquête. D'après les responsables de la compagnie aérienne, eh bien, l'avion ne présentait aucune faille d'ordre technique. Toutefois, le constructeur américain Boeing est mis en cause. Retour sur ces événements tragiques avec Aminata Mbaresso. Sur ces images, le lieu du crash du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines. Une troisième tragédie aéronautique pour la compagnie, l'une des plus respectées en Afrique, vu la richesse de la flotte et son aspect sécuritaire. La compagnie Ethiopian Airlines assure le trafic dans plusieurs États, notamment en Afrique, soit un total de 33 nationalités. Au total, 157 passagers, dont 8 membres d'équipage ont péri. Le B737 MAX 8 est du constructeur aéronautique américain Boeing. Il serait relativement nouveau dans le ciel depuis son lancement en 2016. C'est en juillet 2018 que la compagnie Ethiopian Airlines l'acquiert pour sa flotte. Ce crash, le deuxième du genre impliquant un Boeing du même modèle, c'était en octobre 2018. Un avion de la compagnie Lion Airlines s'écrasait au large de la Méditerranée. Ce crash est en cause le constructeur américain Boeing. Selon le site Flight Radar 24, une vitesse verticale instable aurait été signalée avant le décollage de l'avion. Sur ce, la compagnie Ethiopian Airlines a décidé de suspendre les vols de tous les Boeing 737 MAX 8 après le tragique accident, en attendant d'avoir des informations beaucoup plus claires sur les causes du crash. L'Indonésie, la Chine en ont fait de même. Et puis un autre avion qui a frôlé la catastrophe ce dimanche, l'Airbus A380 d'Air France, dont l'un des moteurs a explosé en plein vol, poussant ainsi le pilote à rebrousser chemin et à atterrir en urgence. Au lendemain de l'incident, nos équipes ont rencontré Mansour Diop, l'expert en aéronautique, s'est expliqué sur la conduite à tenir pour une bonne prise en charge de l'équipage des passagers lorsque ce genre de panne technique survienne. Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mendy l'ont rencontré. Reportage. 501 passagers dans le vol Air France A380 reliant Abidjan à Paris. Panne d'un des réacteurs en plein vol. Panique à bord. Les équipages parfaitement entraînés à gérer ce type de panne. Il y a également des dispositions qui sont prises dans chaque aéroport, que ce soit à IBD ou ailleurs, pour qu'on ne le souhaite pas en cas d'accident, qu'on ne se mette pas à ce moment-là à cafouiller, à chercher les numéros de téléphone qui il faut appeler, etc. Non, il y a quand même un manuel très clair avec les bons contacts qui est mis à jour régulièrement. Comme ça, il n'y a pas d'improvisation quand il y a un accident. Que Ethiopian a fait en mettant les familles des victimes dans un hôtel à proximité de l'aéroport, avec le personnel qu'il faut, les spécialistes qu'il faut. C'est une obligation. Donc, il y a quand même une organisation au niveau mondial et valable dans chaque État pour cela. En amont comme en aval, tout est pris en charge. Les gens sont formés quand même pour parler du fait que l'avion est très sûr par rapport aux autres modes de transport. Mais simplement, les accidents d'avion sont vraiment spectaculaires. Et je pense qu'une fois que ces passagers sont rassurés en disant « vous pouvez remonter sur un autre avion », en général, ils le font sans encombre. Techniquement appelé pompage réacteur, ce type d'avarie est bien connu. Allez, direction le sud du Sénégal pour parler à présent de Faoun, une commune de 17 000 habitants qui abrite le plus gros marché hebdomadaire de la région. Mais paradoxe, presque impossible pour les populations d'acheminer leurs produits sur place, faute de pistes de production. Et ce n'est pas tout, les difficultés concernent aussi l'approvisionnement en eau et en électricité. Bakary Conté nous dit tout dans ce reportage. Faoun manque de tout. Les 33 villages de la commune ont du mal à rejoindre Touba Mouride, le plus gros marché hebdomadaire de la région. C'est bien raison de Sédhiou.
Dans la région de Sédhiou, Faoun possède le plus gros marché hebdomadaire. Nous avons un problème de piste de production pour acheminer nos produits vers ce marché. Nous sollicitons auprès du PUDC des pistes de production. Trouver de l'eau potable, un véritable calvaire pour ces populations. C'est 33 villages, 10 villages là. Sur les 33 villages de la commune, les 23 n'ont pas d'eau. Les femmes font la queue au puits pendant la nuit pour trouver de l'eau. Très souvent, les puits tarissent. C'est pourquoi nous demandons au PUDC de nous construire 2 forages ou 3. 17 000 habitants, un seul poste de santé sans ambulance. Dans le domaine de la santé, nous avons 17 000 habitants, un seul poste de santé sans ambulance. Nous évacuons les femmes enceintes avec les charrettes. Ces populations réclament aussi de l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. La glace coûte 400 francs ou même plus. Pendant le mois de Ramadan, la barre de glace est vendue à 500 francs. Il est difficile d'assurer la dépense quotidienne avec cette situation. Les 17 000 habitants de Faoun demandent au président Macky Sall d'aider leur commune afin de sortir du gouffre. À Kaffrine, la malnutrition aiguë et sévère chez les enfants, toujours une réalité dans la région. Sur 100 enfants de la localité, 11 souffrent de malnutrition aiguë et 2% de malnutrition aiguë sévère. Le district sanitaire, en collaboration avec le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, se sont mobilisés en complicité avec la complicité des Badianougor pour arrêter le phénomène. 92 relais ont été formés. Les détails, c'est avec le docteur Ndaïmba Kekan, médecin-chef district de Kaffrine. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Adjamé. La malnutrition de manière globale constitue toujours un problème de santé publique parce que les prévalences restent toujours élevés. Si on prend le district de Kaffrine en 2018, le taux de malnutrition aiguë sévère tournait aux alentours de 2%. Et la malnutrition aiguë globale aux alentours de 11,2%. Pour dire que juste c'est quelque chose qui est là et que je pense que cette formation va nous permettre davantage de sensibiliser les mères sur les bonnes pratiques alimentaires et les bonnes pratiques en termes d'hygiène, mais aussi on a eu à capacité 92 Badianougor pour mieux les outiller en fait de nous appuyer dans la sensibilisation et la promotion de la santé maternelle et néonatale. Dans le district, nous, notre taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire si on prend 100 femmes en âge de reprocréer, il n'y a que 17 qui adoptent la planification familiale. Donc pour vous dire qu'on est loin de l'objectif qui nous est assigné, à savoir plus de 22% au niveau du district de Kaffrine. À Ziguinchor, les jeunes filles qui brillent dans les filières scientifiques ont été sélectionnées pour participer à un concours national, une initiative de l'inspection d'académie qui veut ainsi encourager plus de filles à opter pour ces filières réputées être l'apanage des garçons. Les éclairages, c'est au micro de Boubacar Diassi. D'abord, c'est une occasion, c'est un moment vraiment très fort pour promouvoir ces lauréats-là, mais aussi motiver les autres jeunes filles pour leur dire que rien n'est impossible pour les jeunes filles pour exceller dans les sciences. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de garçons dans les filières scientifiques que les filles. La politique qui est mise en œuvre, c'est la mise en œuvre des phares, des progressions harmonisées et des évaluations standardisées à tous les niveaux de l'IA de Ziguinchor. C'est pour permettre que les gens puissent aller ensemble, travailler ensemble, qu'on puisse enseigner les programmes en même temps, mais évaluer aussi les enfants selon les mêmes critères pour permettre à ces enfants-là d'être performants, pour permettre non seulement aux filles, mais aussi aux garçons de pouvoir exceller en sciences. Le credo de l'éducation nationale, c'est l'équité de chance, l'égalité de chance pour tous les enfants de ce pays. Allez, nous parlons économie à présent avec le déficit de la balance commerciale du Sénégal qui s'est amélioré de quelques 66 milliards de francs CFA en janvier dernier comparé au mois précédent. Selon la direction de la prévision et des études économiques, la DPE, voilà qui sonne comme une sorte d'embellie économique que justifie des efforts dans l'activité d'exportation dans notre pays. Les détails, c'est avec l'économiste de la rédaction Daniel Diouf. Cette situation découle d'une baisse des importations
moins 74,1 milliards de francs CFA, une baisse conjuguée à une légère hausse des exportations de biens, plus 1,6 milliard de francs CFA, explique la Direction de la prévision et des études économiques dans son point mensuel de conjoncture pour le mois de janvier 2019. Le taux de couverture des importations par les exportations s'établit à 59,4% contre 47,4% un mois auparavant, soit un relèvement de 12,1 de pourcentage, note la publication. Les exportations de biens sont estimées à 189,9 milliards de francs CFA au mois de janvier 2019 contre 179,3 milliards le mois précédent, soit une légère hausse de 0,9% en valeur relative, plus 1,6 milliard en valeur absolue. Cette situation imputable aux principaux produits exportés, notamment les produits alimentaires, plus 26 milliards de francs CFA, l'acide phosphorique, plus 19 milliards, les engrais minéraux et chimiques, plus 6 milliards, et le ciment, plus 3 milliards, souligne la Direction de la prévision et des études économiques. La DPE de relever que les importations de biens sont passées de 378 milliards,6 au mois de décembre 2018 à 304 milliards,5 au mois de janvier 2019, soit une baisse de 19,6% en valeur relative, 74,1 milliards en valeur absolue. Une évolution particulièrement attribuable aux produits pétroliers, notamment les huiles brutes de pétrole et de produits pétroliers raffinés, selon la Direction de la prévision et des études économiques. Allez, hors de chez nous, coup de tonnerre en Algérie. Abdelaziz Bouteflika, face à la contestation, recule. Le président algérien, après avoir passé 20 ans au pouvoir, a annoncé ce lundi via une lettre publiée par l'agence officielle l'APS qu'il renonçait à briguer un 5e mandat. Toutefois, la présidentielle du 18 avril aura bien lieu, et cela dans le prolongement d'une conférence nationale, une conférence qui justement sera chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. Le récit est toujours signé Daniel Diouf. C'est ce dimanche qu'il est rentré de Genève après 2 semaines d'hospitalisation, 2 semaines durant lesquelles sa candidature à l'élection présidentielle, la 5e de suite, a fait l'objet d'une forte contestation en Algérie. Abdelaziz Bouteflika renonce donc à se présenter et l'élection initialement prévue le 18 avril reportée. Une décision annoncée dans une lettre publiée par l'agence officielle APS. Dans cette lettre, il détaille les raisons de son choix. D'abord, le président Bouteflika annonce qu'il ne se représentera pas à un 5e mandat, précisant qu'il n'en a jamais été question. Ensuite, il annonce le report de l'élection du 18 avril, selon lui, pour satisfaire une demande pressante que de nombreux Algériens lui ont adressée. Abdelaziz Bouteflika affirme aussi que des changements importants et imminents vont avoir lieu au sein du gouvernement. Déjà, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a remis sa démission, selon la chaîne de télévision Enahar, reprise par nos confrères de RFI, remplacé par l'actuel ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. La présidence évoque également la mise en place d'une instance présidentielle plurielle avec à sa tête un président qui sera une personnalité nationale indépendante. C'est cette instance qui dirigera une conférence nationale inclusive qui devra permettre l'émergence d'une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum populaire avant la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. En attendant, pour assumer les missions d'administration et des services de sécurité, la présidence annonce un gouvernement de compétences nationales. En attendant, pour assumer les missions d'administration et de services de sécurité, la présidence a annoncé qu'un gouvernement de compétences nationales sera mis en place. Et puis, toutes nos excuses, nous devions recevoir ce soir le professeur Mamadou Aliou Diallo, professeur spécialisé en relations internationales au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il n'a pas pu honorer cette invitation. Le dossier du jour, à présent, en ce mois de mars dédié à la femme, coup de projecteur sur une forme de violence dont la gente féminine est souvent victime, le déni de paternité. Malgré une loi très claire sur le sujet et des tests ADN qui peuvent confondre
les mises en cause, un constat, une prise en charge quasi inexistante pour de nombreuses femmes qui en sont victimes. Une situation qui aujourd'hui pousse juristes, médecins, mais aussi religieux à revendiquer le renforcement des sanctions à l'encontre de ceux qui s'y adonnent à travers l'application stricte des textes. C'est le dossier du jour, comme je vous le dis tantôt. Il est signé Maïmouna Ndiaye. À cause de l'une Elle fait partie de ces milliers de femmes victimes de déni de paternité. Les faits remontent à 2010. Maman de jumelles, laissée à elle-même. Elle en reparle, le cœur en lambeaux. Jusqu'à présent, cet homme fuit ses responsabilités. Il ne s'occupe pas de ses enfants. C'est le cadet de ses soucis. Et pourtant, il travaille convenablement. Aujourd'hui, la seule personne qui me donne espoir, c'est ma maman, puisqu'elle s'occupe très bien de mes enfants. C'est elle d'ailleurs qui me seconde. Fuite de responsabilité, conjoncture profonde, cet éducateur analyse. Je pense que c'est l'irresponsabilité. On ne peut pas engrosser une dame et refuser la paternité de l'enfant. Pour moi, c'est simplement une question d'irresponsabilité des hommes. Les moyens ne suivent pas très souvent. Alors, le manque de moyens fait que souvent, les gens ont peur. Reconnaissance de paternité, refus de paternité ou encore déni de paternité, que ce soit dans la religion chrétienne ou musulmane, les préceptes sont très clairs. Il faudrait dire que tout enfant qui naît a bien entendu un père et une mère. En plus de cela, c'est cela qui l'inscrira justement dans son identité, dans le patrimoine génétique de telle ou telle famille. C'est donc son identité. Et cette identité appelle bien entendu à la reconnaissance de paternité. Quand il y a déni de paternité, eh bien il y a problème parce que déjà du côté de la fille, qui est donc la mère de l'enfant, il y a des difficultés de prise en charge de cet enfant. On peut le voir, si vous voulez, à deux niveaux. Si c'est dans un lien conjugal, c'est-à-dire si c'est dans le cadre d'un mariage reconnu, accepté par l'islam, là, tout enfant issu de ce lien est automatiquement affilié à son père. Maintenant, même parfois, si le papa refuse la paternité ou conteste même la paternité de cet enfant-là, l'islam va forcer ce parent-là à accepter la paternité de ce gosse. Si l'enfant est issu hors du lien conjugal, même reconnu et accepté par la suite par son père, l'islam ne va pas donner la paternité à ce père-là. En cas de succession, le papa, cet enfant-là sera considéré comme un cas de déshéritement. Il ne va pas hériter. Législation faible, dira ce défenseur des droits des femmes et des enfants. On ne peut pas obliger quelqu'un jusqu'à présent à reconnaître un enfant. Et également, on ne peut pas l'obliger à procéder au test de paternité pour la reconnaissance de l'enfant. Autre chose à noter, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dont je suis la présidente, a reçu rien que l'année passée 19 cas de refus de reconnaissance de la paternité. Et généralement, c'est des violences qui se sont exercées sur des cibles particulièrement vulnérables. Les femmes domestiques ou des femmes qui sont dans les zones qui ont connu un conflit. Donc, le plaidoyer est toujours là. Ces associations de la société civile veulent rester en justice en de pareils cas pour agir ensemble et efficacement. Et puis parlons religion à présent. Les 5 et 6 avril, date retenue pour commémorer l'appel de Seydina Limamou Laye. La cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité, le thème choisi à cette 139e édition. Le fils du khalife invite le chef de l'État à ne pas exclure les religieux dans le processus du dialogue national. Il l'interpelle aussi à lutter contre les inégalités sociales. La communauté laïenne qui faisait donc face à la presse ce lundi après-midi. Le compte-rendu est signé Habib Faye.
La communauté laïenne a sa 139e édition de l'appel du Mahdi. La cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité, le thème choisi cette année. Jam, prospérité, teranga manula am. La paix avant tout, ensuite la prospérité. La paix est le fondement de tout dans cette vie. Donc ce que nous voulons et ce que nous préférons, c'est toujours de prôner la paix avant toute chose. Mais pour qu'il y ait une paix, il faut travailler la base. L'éducation à la base est la plus importante. Du 5 au 6 avril, Cambérène, Ngor et Yoff vont vivre au rythme de Hadjibo Dayalahi selon le fils du Khalif. Sur ce, il invite le chef de l'État à lutter contre les inégalités sociales. Améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est important. Lutter contre les inégalités. Parce que mais vous déséquilibrez. Dans le processus de dialogue national, il affirme que nul ne peut exclure les tarikhas. Nous devons raffermir les relations humaines. Il faut aussi donner à la place qu'ils méritent les religieux. On ne peut pas parler du Sénégal en oubliant les religieux. Ils jouent un rôle très important dans notre société. Pour le processus de dialogue, il faut aussi les impliquer. Seydina Issa Thiaoulaye a aussi plaidé pour le respect des religieux et le renforcement de l'éducation de base. Allez, du sport tout de suite avec du football. Bien entendu, les préparatifs vont bon train pour le match Sénégal-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Les jeunes et les sportifs de la capitale du rail se disent mobilisés pour une réussite totale de l'événement. Cheikh Anta Diop, Seylatir. Thiès est en pleine préparation pour abriter un grand événement sportif, la rencontre Sénégal-Madagascar, prévue le 23 mars prochain. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, tout Thiès est mobilisé. D'abord, c'est une bonne chose. Thiès a le grand mérite d'abriter de grands événements à l'instar, par exemple, de cette rencontre. En tant qu'infrastructure, à Thiès, je crois que nous sortons de certains travaux. Thiès doit pouvoir abriter justement cette rencontre. On ne peut pas centraliser le tout à Dakar. Notre pays, le Sénégal, obéit justement à un espace très vaste, très significatif. Thiès invite ce tout globalisé à venir à ce rendez-vous du sport, du football que la ville de Thiès abrite. André Cissé, délégué médical et grand sportif, pour lui, les Thiessois vont saisir l'opportunité pour voir de plus près leurs résidents. C'est une grande fierté pour les Thiessois, surtout pour la jeunesse thiessoise, afin que les jeunes puissent voir de visu le comportement de nos grands joueurs de dimension internationale tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Diao Baldé Keita. Ce sera une fierté pour la jeunesse thiessoise, au moins pour une fois que les matchs internationaux se jouent au niveau des régions. Je pense que c'est une bonne politique et que ça doit se poursuivre à l'avenir. Parce que chaque fois, les matchs se jouent à Dakar. Déjà, les techniciens s'affairent autour des derniers réglages pour la réussite de l'événement. Et puis toujours football local, le leader du championnat Génération Foot a enregistré sa 3e victoire consécutive ce week-end face à l'US Gorée. Pendant ce temps, son dauphin, l'AS Pikine, fait le parcours contraire en courbant les chines, la 3e de suite devant le Casa Sport. Tels sont les grands enseignements de la 16e journée de Ligue 1. Le récit est toujours signé Cheikh Salimou Diarra. La 16e journée de la Ligue 1 bénéfique à Génération Foot. Victorieuse à domicile de l'US Gorée sur le score d'1-0, l'Académie de Denis Biram Ndao, 28 points, leader du classement avec 2 matchs en moins, devance de 3 points son premier poursuivant,
l'AS Pikine. Toujours deuxième, les Pikinois sont dans une mauvaise passe. Ils ont enregistré le troisième défaite consécutive face au Casa Sport. Un succès 2-1 qui met le club du Sud à la 5e place. La troisième marche du podium est occupée par Teungueth FC, auteur de l'autre bonne opération de cette journée. Une victoire chez le champion sortant Jaraaf, 1-0 pour rester dans la course au titre. Au pied du podium, Dakar Sacré-Cœur n'avance plus. Il a été contré au match nul blanc par la Lanterne Rouge Sonacos. Tout le contraire de Ndiambour de Louga, qui a infligé la Linguère de Saint-Louis son troisième revers de suite. 1-0 pour se hisser à la 6e place. Le Stade de Mbour 8e a obtenu un partage des points de son déplacement à Niary Tally, tenu en échec 1 but partout. Mbour Petite Côte, l'autre club mbourois, s'est donné une bouffée d'oxygène ce week-end. Une victoire 1-0 devant l'AS Douane pour s'offrir une marge de 4 points avec les relégables Linguère et Sonacos. 9 buts ont été inscrits à cette rencontre lors de cette 16e journée, soit une moyenne de 2,28 buts par match. Allez, hors de chez nous, Zinedine Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid. 9 mois après son départ sur une 3e victoire en Ligue des Champions, l'entraîneur français retrouve son poste en remplacement de Santiago Solari, viré pour mauvais résultats. Zidane, le 3e entraîneur cette saison des Madrilènes qui n'ont plus rien à jouer. Il a signé jusqu'en juin 2022 pour objectif redonner des trophées au Real Madrid et sa première séance d'entraînement débute dès demain après-midi. On retrouve donc, nous passons plutôt du gazon vert au parquet. C'est pour parler bien entendu basket avec la situation du coach de l'équipe nationale de basket qui fait polémique, Abdourahmane Ndiaye Adidas, qui est sans contrat et qui a actuellement un statut de pégiste. C'est bien pour Bamba Kassé. Interrogé sur la question, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Selon lui, ce n'est pas une situation nouvelle et qu'elle est tout à fait légale. Un reportage signé Mohamed Lamine Ndiaye. L'équipe nationale de basketball du Sénégal est qualifiée à la prochaine Coupe du Monde depuis les dernières confrontations qui ont eu à Abidjan. Selon Bamba Kassé, journaliste sportif, l'actuel statut de pige de l'entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas est tout à fait légitime. C'est une information qui est vraie et en tant que telle, voilà, je pense que c'est une situation par contre qui n'est pas normale. Effectivement, il peut y avoir des piges. Il y a des entraîneurs des pays qui choisissent selon que les compétitions ne sont pas très rapprochées, selon également que l'entraîneur en question est certainement occupé en club, de procéder à ce qu'on appelle les piges. C'était le cas avec notre entraîneur espagnol, Porfirio Fisac. Il était entraîneur en Espagne et donc il venait faire des piges au Sénégal. C'est une possibilité. D'après le journaliste, cette situation n'est pas nouvelle. D'autres entraîneurs sont aussi passés par là. Non, ce n'est pas nouvelle. Dans la mesure où Porfirio Fisac était en pige en équipe nationale et il était en contrat avec son club en Espagne. Maintenant, Porfirio Fisac, ce n'est pas Adidas. Ok, Adidas, Abdourahmane Ndiaye, il est actuellement, je pense, disponible en totalité pour l'équipe nationale. Quand l'entraîneur est disponible totalement pour l'équipe nationale, il faut lui faire un contrat en bonne et due forme. Vu la place qu'occupe l'équipe sénégalaise de basketball en Afrique, le mieux serait de sécuriser l'entraîneur en lui proposant un contrat avant qu'il soit sollicité par d'autres équipes. Être entraîneur national, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas seulement être de s'occuper de l'équipe nationale. C'est vrai, c'est faire de la planification, c'est voir, parce que l'équipe nationale ne joue pas tous les jours, ce n'est pas un club. Moi, j'aurais été à la fédération, je discute avec lui et puis je lui propose un contrat permanent sur une période donnée où, en plus de s'occuper de l'équipe nationale, je le fais participer à la formation des entraîneurs. Le Sénégal est qualifié pour la 5e fois à la Coupe du Monde, qui se déroulera en Chine cette fois-ci, la 2e qualification sous la direction d'Abdourahmane Ndiaye Adidas. Les fans de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM, excellente soirée, à demain.